Bonjour, je suis le docteur Jean-Claude Demauroy de la clinique du Parc à Lyon et nous allons aborder aujourd'hui la kyphose de l'enfant. L'historique de la médecine orthopédique a déjà été évoqué et nous allons uniquement effectuer un petit rappel. Ésope, le fabuliste, environ 600 ans avant Jésus-Christ, est souvent représenté avec une gibbosité. Hippocrate, environ 400 ans avant Jésus-Christ, a eu le mérite de colliger dans son corpus tous les traitements effectués à ce jour. Le traitement orthopédique conservateur de la kyphose, probablement d'origine plus traumatique à cette époque, s'effectue sur le lit de traction ou scamon et la réduction de la kyphose est mécanique par pression sur la gibbosité. Le seul miracle dans les évangiles est celui de saint Luc au chapitre 13 et il s'agit sans doute d'une camptocormie. Cette mosaïque du IIe siècle après Jésus-Christ, avec représentation ityphalique de la kyphose, nous interpelle et pose l'un des problèmes psychologiques majeurs des déformations vertébrales, le regard des autres. Le simple fait que cette mosaïque existe semble prouver que les patients kyphotiques pouvaient s'intégrer dans la société de l'époque. Ce n'est qu'au XIXe siècle que les traitements conservateurs vont se développer avec la création de centres de traitement associant gymnastique corrective et appareillage. Les techniques de kinésithérapie posturale utilisées en Allemagne ne font pas dans le soft. On retrouve les systèmes d'élongation axiale active pour redresser le rachis par traction céphalique. Venel et Chaud utilisent un système 5 points de stabilisation occipito-frontale. Ici, un système à collier préfigurant le Spizzi. Les redresse-dos sont également très anciens. Nous avons déjà envisagé la verticalité et la bipédie. Nous allons également reprendre uniquement les éléments essentiels. Le plan de fonction des poissons est le plan frontal. Il va devenir sagittal au Dévonien il y a 450 millions d'années du fait de la respiration qui ne peut s'effectuer plaquée au sol. Ce n'est qu'entre 10 et 6 millions d'années que certains primates vont adopter une bipédie prédominante en se rendant indépendants du milieu arboricole. Ils vont alors se déplacer sur le sol en libérant leurs membres supérieurs et surtout en positionnant leur tête sur la ligne de gravité. Les modifications essentielles vont s'effectuer progressivement. Les membres inférieurs s'allongent, le genou se stabilise, le rachis présente 3 courbures avec une kyphose thoracique, une lordose lombaire et une lordose cervicale. Le poids du cerveau augmente au fur et à mesure que se développe la parole et la posture verticale. L'enfant va reproduire toutes ces étapes au fur et à mesure de sa croissance. L'ontogénèse reproduit la phylogénèse. Apprendre à marcher implique pour l'enfant de produire et de contrôler une succession de déséquilibres unis et bipodaux nécessaires à la progression vers l'avant, comme chez ces australopithèques qui se promènent ici dans la vallée du Rift et sont systématiquement bipèdes. Les publications concernant la kyphose sont beaucoup moins fréquentes que celles concernant la scoliose. En effet, la kyphose ne concerne que 13% des consultations de médecine orthopédique et seulement 5 pour 1000 vont nécessiter un traitement par corset rigide. La publication de Love en 2007 concerne la maladie de Scheuermann. La kyphose est souvent attribuée à une mauvaise posture entraînant des retards de diagnostic et les indications de traitement restent discutées parce que l'histoire naturelle n'a pas été clairement définie. Lorsque le diagnostic est effectué au début de l'adolescence avec kyphose évolutive, le traitement orthopédique conservateur classique entraîne généralement une modeste correction
de la déformation. La correction des malformations par une intervention chirurgicale est beaucoup plus significative que chez les adolescents symptomatiques présentant une déformation sévère. Cependant, les données sur les résultats cliniques ne sont pas encore disponibles et les seules études disponibles ne permettent pas d'avoir un solide niveau de preuve. Les résultats à long terme du traitement par corset de Milwaukee sont décevants. De 1960 à 1978, un total de 274 patients qui ont reçu un diagnostic de kyphose de Scheuermann ont été traités avec un corset de Milwaukee au Twin Cities Scoliosis Center. Les résultats de 120 patients qui avaient utilisé le corset de Milwaukee et qui avaient été suivis pendant au moins 5 ans après la fin du traitement ont été analysés à long terme. 76, soit 69%, ont montré une amélioration de la kyphose entre l'évaluation initiale et l'évaluation au suivi final. 24, donc 22% se sont aggravés et 10, soit 9%, sont demeurés inchangés. 7 sur 24, 6% des patients ont dû subir une intervention chirurgicale avant la réalisation de ce travail. Mais d'autres éléments en dehors de l'angulation radiologique peuvent intervenir. Taylor a déclaré que la kyphose peut être une cause de grande préoccupation pour les patients. Bradford note que la maladie de Scheuermann non traitée aboutit fréquemment à l'âge adulte à une kyphose de la colonne vertébrale thoracique qui représente un handicap psychologique et une source de douleur invalidante pour environ 50% des patients, et qu'il peut conduire à une déformation progressive et à l'insuffisance cardio-pulmonaire. Speck et Chopin ont signalé un taux élevé de la douleur chez les patients dont la kyphose était supérieure à 60 degrés. Herndon et Loew ont montré des déformations sévères et des douleurs. Ils pensent que le dépistage et le traitement précoce sont essentiels pour éviter des problèmes plus tard. Nos données suggèrent bien que les patients qui ont une kyphose de Scheuermann peuvent en effet avoir des limitations fonctionnelles, elles n'ont pas d'interférence majeure dans leur vie quotidienne. Les patients qui n'ont pas été opérés s'adaptent assez bien à cette condition. Nous pensons donc que l'utilisation d'un traitement chirurgical pour la maladie de Scheuermann doit être examinée très attentivement. Cette confusion trouve sa source dans la difficulté initiale du diagnostic. Contrairement à la scoliose, les angulations dans le plan sagittal ne sont pas égales à 0, et ces angulations varient en fonction de l'incidence lombopelvienne. Ce n'est que récemment, avec l'utilisation du sagittalomètre, que l'on a une idée plus précise de l'angulation théorique idéale. Le patient n'a pas les mêmes préoccupations que ses parents et que celles du thérapeute. La scoliose est connue comme pathologie, mais le terme kyphose est physiologique. La kyphose est plus perçue comme une mauvaise attitude. La répétition des tiens-toi droit peut poser problème, et elle est considérée comme plus mentale qu'orthopédique. Elle est imputée plus à l'attitude de l'enfant qu'à une vraie maladie. Pour conclure ces généralités, la kyphose a toujours existé, même si l'étiologie tuberculeuse était plus fréquente autrefois. La kyphose est souvent perçue de façon négative, le traitement conservateur est utilisé depuis des millénaires, les patients et leurs parents ont besoin d'être soutenus et aidés, le traitement suppose d'aller au-delà de l'image du simple bossu. Nous décrirons uniquement les éléments spécifiques du bilan clinique. Le dépistage précoce est important dans la mesure où il est effectué par le même examinateur, ce qui n'est pas toujours le cas à l'hôpital. L'équilibre global du rachis s'apprécie sur l'alignement du tragus, de l'acromion, du trochanter et des malléoles. La mesure des flèches de kyphose est indirecte. Elle correspond à la demi-somme de la flèche cervicale en C7 ou T1 et de la flèche lombaire au creux de la lordose, habituellement L2. Lorsque le rachis est harmonieux,
le fil à plomb est tangent en T7 à l'apex de la syphose et en S2 au sommet du pli interfessier. Lorsqu'il existe une projection du tronc en avant ou en arrière, on effectue deux mesures, l'une en position naturelle, l'autre en position corrigée. C'est la position corrigée qui servira pour le calcul de la syphose. Personnellement, j'utilise une petite règle de 4 cm attachée au fil à plomb. L'inclinomètre permet également d'apprécier la syphose qui correspond à la somme des angles en T1 et en T12. L'examen dynamique s'effectue partiellement en position debout. Il est coté selon Russe et Gérard. On teste tout d'abord la souplesse dans le plan sagittal. Cette mesure comporte le rachis thoracique, le rachis lombaire et le complexe lombo-pelvi-fémoral. L'axe du mouvement est une droite traversant les deux têtes fémorales. Les mensurations sont effectuées à partir d'une droite virtuelle qui joindrait C7 à S2, correspondant à l'axe occipital du tronc. On demande au patient un mouvement d'extension volontaire, assisté par l'ordinateur, qui est apprécié par l'angle de cette ligne virtuelle par rapport à la verticale de la position de référence. Puis, on demande un mouvement de flexion qui atteint habituellement 90 degrés. La distance doigt-sol que l'on mesure est alors égale à 0. En cas d'hyperlaxité, les mains peuvent être à plat au sol. Cette souplesse globale sera comparée à la raideur sous-pelvienne lors de l'examen en décubitus, ce qui peut éviter le recours au rachimètre. Le bilan dans le plan frontal s'effectue de la même manière en demandant une inclinaison latérale du tronc. L'axe étant antéro-postérieur, on mesure l'inclinaison de notre ligne virtuelle à gauche puis à droite par rapport à la verticale. Pour le plan horizontal, le bassin étant stabilisé, on demande une rotation de la ceinture scapulaire à gauche puis à droite. On note la rotation de la ceinture scapulaire par rapport à la ceinture pelvienne. La position de référence n'est pas toujours le 0 et on notera simplement, par exemple, S pour plan sagittal 30, 0, 90, DDS pour distance doigt-sol 0, F 40, 0, 40, R 50, 10 droite, 50. Si spontanément l'enfant se présente avec une rotation de 10 degrés vers la droite de la ceinture scapulaire par rapport à la ceinture pelvienne. Rigidité directe. On mesure la distance manubrium-table. La réductibilité est un élément essentiel pour l'indication du corset. Une rigidité correspond à une rétraction du ligament commun longitudinal postérieur qui ne sera donc plus accessible à la seule kinésithérapie. Rigidité indirecte, les ischio-jambiers. On mesure l'angle manquant pour atteindre la verticale. L'angle poplité permet d'apprécier l'élasticité des ligaments. Il est peu modifié par la kinésithérapie. La rétraction des ischio-jambiers favorise la syphose thoracique lors de la flexion antérieure du tronc. L'iliopsoas est en continuité directe avec le ligament longitudinal postérieur qu'il va prolonger au niveau des membres inférieurs. Sa rétraction provoque une antéversion pelvienne que l'on ne pourra corriger que par un flexum des hanches. La rétraction des pectoraux se mesure par la distance coude-table. Elle accentue souvent l'enroulement des épaules en avant. Lors de l'élévation des membres supérieurs, elle va accentuer la lordose. L'examen programmé est effectué de préférence en bout ou en travers de table. C'était la position utilisée à l'époque des poliomyélites, car elle supprimait les conséquences du déséquilibre du bassin. Une douleur à la percussion peut traduire une maladie de Scheuermann. Comme précédemment, nous allons étudier uniquement les éléments spécifiques à la syphose de l'enfant. Ils sont très importants car jusqu'à présent, nous disposions de valeurs moyennes. Et actuellement, nous disposons des valeurs théoriques idéales en fonction de l'incidence pelvienne. Cette connaissance des valeurs théoriques nous permet de mieux préciser les indications du traitement et surtout nous donne des indications pour la réalisation du moulage régional dans les conditions optimales.
C'est la nouvelle technologie EOS qui nous permet à ultra low dose, soit une semaine d'irradiation naturelle terrestre, de faciliter cette approche. EOS 2D nous donne une meilleure lisibilité des corps vertébraux, avec corrélation parfaite entre le plan frontal et le plan sagittal. EOS 3D nous permet une visualisation globale du rachis en 3D. De plus, EOS est full body et l'on peut donc apprécier globalement les équilibres du tronc et des membres inférieurs, ce qui est très utile chez l'adulte ou dans un contexte chirurgical. Le point de départ est la mesure de l'incidence, qui est un facteur constitutionnel et varie très peu au cours de la vie. Le sagittalomètre nous fournit les valeurs théoriques idéales de base sacrée, de lordose et de syphose pour chaque incidence. Toutefois, nous savons que s'il existe une bonne corrélation au niveau lombaire, celle-ci est moins évidente au niveau de la syphose. Chez ce patient, qui consulte pour une accentuation des courbures, l'incidence est de 73 degrés. Les mesures théoriques sont quasiment superposables aux mesures réelles. Nous pouvons donc en conclure que le rachis est équilibré malgré l'accentuation des courbures et qu'un corset est inutile. EOS calcule automatiquement ces mesures et nous pouvons confirmer que tous les paramètres sont dans le vert. Chez notre patient, le type 4 de Roussouli est moins évident au niveau de la syphose, ce qui est souvent le cas. Chez cet autre patient, l'incidence est au contraire faible, à 38 degrés. Comme souvent, lorsqu'il existe une incidence faible, on constate une syphose thoracolombaire qui va justifier la réalisation du corset. Les chiffres théoriques nous donnent une indication sur la réalisation des 3 moulages régionaux pour fabriquer l'hard brace. Effectivement, en fin de traitement, on constate une amélioration des paramètres sagittaux qui se rapprochent de l'idéal théorique. Chez ce patient présentant une accentuation des courbures dans le plan sagittal, l'incidence est proche de la moyenne et il existe un écart très important avec les chiffres théoriques. La réalisation d'un corset rigide est indispensable. Chez l'enfant et l'adolescent, de nombreuses étiologies et formes cliniques sont possibles. Nous allons en examiner les plus fréquentes. Chez le tout petit, l'existence d'une syphose, le plus souvent angulaire, traduit une malformation vertébrale congénitale qui peut être soit un bloc antérieur, soit une agénésie corporéale. Nous voyons ici l'évolution dite en baïonnette d'une malformation congénitale à la jonction thoracolombaire. Les nanismes, dont l'achondroplasie, présentent souvent une syphose thoracolombaire avec un canal étroit. De même que les autres chondrodystrophies, telles que la maladie des épiphyses ponctuées, qui se voit de façon très transitoire sur les radiographies. Les dysplasies peuvent être spondylo-épiphysaires ou spondylométaphysaires, comme chez ce patient présentant une forte syphose thoracolombaire. Il en est de même pour les dysplasies métaboliques telles que la maladie de Morquio. La plupart du temps, la syphose est dite idiopathique, même si certains auteurs considèrent qu'il s'agit d'une forme mineure de maladie de Scheuermann. La syphose peut être harmonieuse, avec bon équilibre entre syphose et lordose. Dans ce cas, la syphose est disharmonieuse, non compensée par une lordose sous-jacente. La correction obtenue par le plâtre est satisfaisante au niveau syphotique angulaire, mais l'on devine également une amélioration au niveau de la lordose. Ici, la sypholordose est harmonieuse dans un contexte d'hypotonie. Hyperlordose par antéversion pelvienne et syphose de compensation. La syphose est parfois la conséquence rééquilibratrice d'une hyperlordose sous-jacente. Ici, syphose thoracique moyenne rigide. Cet enfant présentait une rigidité directe
au niveau de la syphose et indirecte au niveau des ischio-jambiers. Ici, une syphose disharmonieuse avec projection du tronc en arrière. La gîte est augmentée. Syphose disharmonieuse avec au contraire projection du tronc en avant. La gîte est diminuée ou inversée. Il s'agit souvent d'une rétraction des pectoraux. Ici, syphose et enroulement des épaules en avant. La syphose thoracolombaire a un pronostic péjoratif à l'âge adulte et doit être corrigée par corset durant l'adolescence. La correction par plâtre est relativement facile à l'adolescence. La maladie de Scheuermann est la cause la plus fréquente des syphoses de l'adolescent. La maladie peut concerner un ou plusieurs corps vertébraux avec déformation mécanique, cunéformisation des corps vertébraux. La hauteur du disque intervertébral est fréquemment diminuée. Histologiquement, il s'agit d'un défaut de la plaque de croissance du corps vertébral. C'est une maladie de la plaque de croissance du corps vertébral, CEP pour cartilage end plate. Après l'âge de 10 ans, on note le cartilage end plate tend à s'ossifier au moment de l'accélération de croissance pubertaire. Une fragilité accrue pendant cette période, avec fixation des fibres de Charpey sur le listel. Un changement de comportement biomécanique directement corrélé à la taille du cartilage end plate. Diminution de la perméabilité et des échanges entre nucléus et plateau. La maladie de Scheuermann, souvent familiale, fragilise le corps vertébral. Chez le sportif, les microtraumatismes s'associent à la fragilité pour provoquer les déformations du corps vertébral. On distingue 3 stades. Le stade 1 avec irrégularité des plateaux cartilagineux, le stade 2 avec cunéiformisation du corps vertébral, mais respect du mur postérieur, et le stade 3 avec effondrement de l'ensemble du corps vertébral. Dystrophie rachidienne de croissance stade 1, nous voyons les irrégularités du plateau vertébral, le pincement du disque, la fragmentation du listel cartilagineux antérieur. Les anomalies sont toujours beaucoup plus visibles sur l'IRM. La hernie intraspongieuse peut se localiser en avant, ce qui va favoriser le passage au stade 2. Au scanner, nous voyons bien la lésion avec le disque qui va pénétrer dans le tissu spongieux. À l'IRM, il existe parfois des phénomènes œdémateux, ici en avant des corps vertébraux. Les hernies peuvent se localiser au centre du corps vertébral. Dans certains cas, la hernie est volumineuse, d'aspect pseudo-tumoral. Dans ce cas, les remaniements sont très importants à l'IRM. La hernie intraspongieuse peut être postérieure, ce qui peut favoriser le passage au stade 3. C'est souvent l'ensemble du disque qui va être touché, comme ici en L1, L2. Ici, dystrophie rachidienne de croissance stade 2 chez ce patient, avec cunéiformisation de plus de 7 degrés du corps vertébral apical, 7 degrés étant la limite physiologique. Dystrophie rachidienne de croissance stade 3, avec altération importante et diffuse sur plusieurs corps vertébraux. À ce stade, on constate fréquemment un aplatissement des corps vertébraux ou platyspondylie.